Bien, salut à tous et à toutes et bienvenue pour le journal jeux vidéo. Aujourd'hui, nous avons plein de choses. Mais avant de commencer, on va présenter le Jean-Michel Larquet du jeu vidéo, Monsieur Corentin. Salut à tous. C'est faux, je continue à m'appeler Jean-Michel Larquet et pourtant, je me contente juste de pointer du doigt les choses qui devraient être évidentes pour tout le monde. Oui. Plein de choses dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la PS6 portable. On va parler de PS6, Corentin, ça y est, la nouvelle génération de consoles. Ça doit arriver, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. On y croit. La PS5 serait-il pas la génération sacrifiée? Vous sentez mon excitation dans ma voix là tout de suite. Oui, on y croit dans cette nouvelle génération, absolument. Ouais. On va parler de la review de Gears of War. On remercie d'ailleurs Xbox de nous avoir envoyé un code. La review de la bêta, précision, bêta multijoueur de Gears of War sur PS5. La seule qui est disponible pour le moment d'ailleurs. Voilà. Et on remercie Xbox. On parlera d'ailleurs, on reviendra sur Xbox en même temps. Selon Insider Gaming, un article d'Insider Gaming qui dit que Xbox apporterait des jeux originaux et Xbox sur PC via l'émulation. Selon certaines sources, donc Xbox veut développer leur émulateur sur PC, ça peut être intéressant. Et Sony, qui serait prêt à acquérir, serait intéressé par l'achat d'actifs de Warner Bros. Games. Et ça peut être intéressant. Et tout ça, Corentin, c'est dans le journal de quoi, Corentin? Dans le journal du jeu vidéo. Et oui. Allez, ça va d'Insider Gaming, on va parler de la PS6 portable. La PS6 portable peut certainement faire tourner les jeux PS5, précise un leaker. Alors déjà que la PS5, c'est ça en fait, la PS5 est sortie il y a 5 ans, on n'a pas encore de gros jeux, pour l'instant la génération a du mal à avancer, et ils n'ont pas fait de PS6. Les revendications de la PS6 portable ont été mises à jour avec plus d'informations, précisant que la console portable serait capable d'exécuter des jeux PS5 avec une expérience réduite. En fait, ils veulent s'inspirer de la Switch. La PS6 portable peut exécuter des jeux. C'est complètement justifié d'exécuter des jeux PS5 avec une expérience réduite. Ça n'a absolument aucun sens. Mais vas-y, continue, je t'en prie. Merci. La PS6 portable peut exécuter des jeux PS5 à une résolution et une fréquence d'image inférieure. Hier, des informations concernant une PlayStation 6 portable nouvelle génération ont fait surface en ligne. Kepler L2 a affirmé que la version portable de la future console ne serait pas aussi puissante que la PS5 et que la console portable serait équipée d'un socle de 15 watts gravé en 3 mm. Aujourd'hui, l'utilisateur a précisé que sur NeoGAF via r/Gaming Leaks and Rumors que la PS6 portable peut tout à fait faire tourner les jeux PS5, mais avec le même résolution et FPS, principalement en raison d'une bonne passante mémoire plus faible. La PS6 portable se situe probablement entre la Xbox Series S et la PS5. Déjà, ça a l'air... Tu sais c'est quoi le problème avec les consoles portables, moi, que je trouve dans cette nouvelle génération. Déjà, l'idée de se faire une console portable, ça paraît si stupide vu la quantité d'énergie et de ressources nécessaires pour faire tourner les jeux vidéo d'aujourd'hui, étant donné que même la PS5 n'est pas utilisée à 100%. Mais le problème, c'est est-ce que on va avoir l'alimentation nécessaire pour faire fonctionner ces consoles? Parce qu'une console portable, c'est sur batterie. Est-ce que sur batterie, on n'a pas la même énergie qu'une console sur secteur? Déjà, ça commence par ça. Ensuite, la taille des composants. Est-ce qu'on peut réellement miniaturiser à ce point les composants pour les faire rentrer dans une console plus petite pour qu'elle puisse être potentiellement portable? Ça, c'est pas garanti non plus. Surtout la batterie, Corentin. La batterie. On sait que la Switch... Et au-delà de ça... Vas-y. Et au-delà de ça, on se retrouve avec un autre problème dans cette histoire. Comment ça s'appelle? La qualité graphique.
est-ce qu'on peut atteindre la qualité graphique nécessaire? C'est pas garanti non plus. Cette histoire, ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Franchement, c'est juste absurde. Et on se souvient de la Switch 2 récemment, qui est un peu le gros problème de la Switch 2, c'est que la console envoie du lourd, mais la batterie a une autonomie quasiment de 2 heures. C'est pour ça que là, alors des jeux PS5, c'est pire qu'une batterie qu'il faut. Il faut carrément une grosse alimentation. C'est bien pour ça que l'alimentation, ça va poser un énorme problème avec cette Et le prix surtout. de console portable. Le prix. Si c'est pour au final avoir une console portable et être branché en permanence chez soi ou sur une prise de secteur, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas du tout d'intérêt. Hein, et puis je crois qu'on en a déjà parlé, mais je vais encore le mentionner pour ceux qui l'oublient de temps à autre. L'immersion des jeux vidéo, tu peux pas t'immerger dans un jeu vidéo si tu es sur une console portable. Enfin, ça n'a aucun sens. Ouais. Et donc, quand il continue, Keeper L2 a également fourni des informations sur la position de la PS6 portable par rapport aux consoles de génération actuelle. Le leaker estime qu'en termes de performance, surtout dans la Xbox Series S et la PS5, cependant, il précise qu'il est difficile d'en être certain car elle utilise un CPU UART inédit. Keeper L2 a également évoqué le SoC PS6 standard parce qu'en fait, Corentin, d'après la rumeur, c'est que la PS6 serait avec une PS6 standard comme on a là, console de salon, et tu aurais une PS6 portable. Tu aurais en fait un peu comme la Switch, un petit peu indirectement. Et donc, il dit Keeper L2 a évoqué le SoC PS6 standard, expliquant qu'il est une différence du SoC portable et qui est spécifiquement conçu pour fonctionner à des très basses tensions. Keeper L2 a ajouté que la PS6 portable possède beaucoup moins de 40 UC, donc unité de calcul. Le lecteur doit noter que les lecteurs doivent noter que ces informations ne proviennent pas des canaux officiels de Sony. Alors pensez à prendre, bon ça c'est Insider Gaming qui le dit. PS6, déjà avant de pas de PS6, il nous reste des jeux sur PS5. GTA 6 par exemple. Il faut le dire. On peut sortir une nouvelle console parce que même Xbox l'a fait aussi. Il faut pas oublier que Xbox a annoncé qu'ils ont fait un nouveau partenariat avec AMD autour de la nouvelle génération de consoles qu'ils évoquent déjà. Ça veut dire que la PS5 et la Xbox Series XS, c'est une génération sacrifiée. On a l'impression d'y être. Je sais pas si on peut parler de génération sacrifiée, mais je pense que c'est juste que les constructeurs ont essayé de pousser le bouchon un peu trop loin. Les développeurs et les éditeurs n'étaient pas prêts pour travailler concrètement et correctement sur le hardware actuel des nouvelles consoles. Et donc, du coup, en fait, on s'est retrouvé avec des jeux bâclés, des jeux pas finis, des jeux mal optimisés, et puis des jeux qui sortent avec des mises à jour pour rectifier des problèmes qui n'auraient pas dû être présents dans le jeu d'origine. Ouais, et là, surtout que ça la fout un peu mal, quoi. La PS5, il y en a beaucoup qui l'ont acheté, surtout toi et moi qui l'avons acheté au lancement. Et se dire que bon, on nous a vanté que ça serait une révolution avec le ray tracing et tout, au final, on se retrouve avec quasiment 3 jeux qui se battent en duel. C'est exactement ce que je viens de dire. Le véritable problème de la PS5, c'est surtout comment ça s'appelle, le manque d'expérience des développeurs sur la console et donc du coup nécessairement le manque d'exploitation du hardware qui provoque cette espèce d'impression que tout le monde a quand il joue à un jeu next-gen. On se retrouve avec des jeux en fait qui n'ont pas la possibilité d'exploiter la totalité des puissances de la console, voire même des consoles. Des consoles, je mentionne pas Xbox parce que c'est. Ah, tu parles de la PS5 Pro. Bah, c'est pareil, que ce soit avec la PS5 ou la PS5 Pro, c'est la même chose. Tu sors deux hardware différents alors que tu passes ton temps à optimiser les jeux pour que ça fonctionne sur un seul hardware. Bah ouais, au bout d'un moment, on est obligé de tout revoir. Et c'est complètement stupide en fait de prendre le temps de retravailler un jeu pour qu'il soit compatible avec une console sur laquelle on n'a pas travaillé depuis le départ. On est bien d'accord. Ça, on est bien d'accord. Mais là, ouais, j'avoue que là... Bon, on espère. GTA 6 va relever la barre et nous dire « Oh, bah finalement, ça vaut le coup ».
Quand est-ce qu'on ferait pas le type? Ouais, vas-y. Je terminerai juste en disant que ça me rappelle un peu l'expérience qu'il y a eu avec la PS2 où le dual CPU de la PS2 avait pour but de profiter des développeurs pour que ça puisse fonctionner de la meilleure manière. Le problème, c'est que comme les développeurs, ils étaient pas adeptes du fonctionnement de la PS2 quand elle est sortie, ils ont fait ce qu'ils ont pu sans pour autant chercher à mieux faire fonctionner les jeux. Et puis les meilleurs jeux de la PS2 sont sortis même après la sortie de la PS3. Donc j'ai bien peur que ça fasse la même histoire avec la PS5, que les meilleurs jeux de la PS5 sortent après la sortie de la PS6 éventuellement. S'ils nous arrêtent à nous faire des jeux cross-gen, parce que bon, c'est un peu chiant les jeux cross-gen. Et quand tu vois que cette génération, on a eu le plus de jeux cross-gen, j'ai jamais vu ça. Dans une génération de consoles, où ça fait quasiment 5 ans que la machine est sortie, où tu as toujours des jeux PS4 et PS5. Où est la logique? Tu vois le truc? C'est chaud. On n'y peut rien malheureusement. Malheureusement, on n'y peut rien. Et je pense qu'il y a aussi le Covid qui est passé aussi entre temps. Et je pense aussi que le Covid a bien joué le coup sur le côté où il y avait des projets. Et à mon avis, que les projets ont dû être changés, quoi. Moi, je pense ça aussi. Alors, on va faire un petit pause musicale, Corentin? Avec Believe de Upsilon, tout de suite sur West Track Radio. Elle est bien cette musique, j'adore en plus. Do you believe in life after love? No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe in. But after all that's said and done, you're gonna be the lonely one. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough now. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough now. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough now. What am I supposed to do? Sit around and wait for you? Well, I can't do that. And there's no turning back. I need time to move on. I need love to feel strong. 'Cause I've had time to think it through. And maybe I'm too good for you. Oh, oh. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough now. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough now. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough now. C'était Upsilon Believe sur West Track Radio. De musique vraiment bien. J'adore cette musique. Je l'écoute quasiment tous les matins. Franchement, incroyable. Allez, on va enchaîner avec Gears of War Beta multijoueur. On remercie Xbox de nous avoir envoyé un code sur PS5. Et Corentin, on a eu la chance de faire ce test, cette review de ce jeu mythique. De jouer aux bêtas ouvertes qui n'ont duré que 2 week-ends d'ailleurs. C'est une bêta fermée. D'ailleurs, faut préciser, il fallait précommander le jeu. Qui n'ont duré que 2 week-ends et qui étaient disponibles seulement pour ceux qui avaient précommandé le jeu.
et qui avait du coup accès au jeu, au multijoueur du jeu pendant 2 week-ends. Voilà. C'est assez court quand même pour une bêta quand même, hein, je trouve. Ouais. Après, Mais, donc, je vas-y. pense que la particularité du fait de faire une bêta fermée comme ça et de la faire sur 2 week-ends, je pense que c'est pour vérifier s'il y a Engouement. des joueurs qui achètent Ouais. le jeu et combien de joueurs en fait vont être présents pour revenir ou bien essayer Gears of War le jour où il sortira complètement. Et donc, C'est des tests. c'est des petits tests. Et donc, la bêta était donc bien évidemment le week-end, vendredi 13 juin, que ça a commencé jusqu'au dimanche 15 juin à 21h. Et ça a continué donc le vendredi 20 juin jusqu'au dimanche 22 juin à 21h. Vous avez eu dans la bêta le mode match par équipe sur 3 cartes emblématiques de Gears of War, Gridlock, Raven Down, Gold Rush. Et donc après, il y avait d'autres maps quasiment après dans le second week-end. On a eu un mode compétitif King of the Hill avec la carte de Canals, aussi que le Counting Yard et War Machine jouables en match à main par équipe. Et Corentin, ce qu'on peut dire, moi, ça m'a fait plaisir de jouer à un Gears of War sur PS5 et de revoir Marcus Phoenix, bien évidemment. Marcus Phoenix, oui. Oui, bah c'est vrai que ça fait quand même bizarre de voir quand on lance le jeu Gears of War et de voir le logo Xbox Studios alors Oui, qu'on est sur PS5 et avec une manette de PS5 dans les mains, ça fait de la même manière qu'on avait ça avec Sea of Thieves. C'est assez spécial bizarre. quand même. Mais bon, il s'agit là d'un retour éventuel de Gears of War parce que je pense que si Gears of War je pense que si ce Gears of War Reloaded est une réussite, ils finiront quand même par sortir les autres. Et c'est pareil, j'en ai déjà parlé auparavant, la volonté de Xbox de mettre à disposition leur exclusivité sur PlayStation, effectivement leur catalogue. Et on sait qu'il y a eu Gears of War E-Days qui sortira normalement, je crois l'année prochaine ou cette année. Non, je crois l'année prochaine, E-Days, donc le prochain Gears of War. Donc en fait, ça prépare aussi un petit peu le terrain pour le prochain Gears of War. Et en même temps, la sortie de Reload, qui va vraiment être... moi, franchement, je suis content de rejouer à ça. Surtout en 4K, faut préciser que donc c'est la version Ultimate Edition. Faut le dire, c'est la version Ultimate Edition qui a été remasterisée en 4K et en HDR. Et franchement, c'est beau, pour un jeu. Alors, il est beau, oui. Oui, c'est beau, c'est une belle remasterisation pour un jeu qui date de combien? Alors en fait, 2005, mais la remasterisation, donc le remake de ce jeu, c'était en 2015. En fait. Oui, mais c'est pareil, c'est pour un jeu qui date des années 2000, c'est quand même une belle remasterisation avec des graphismes qui sont pas certes moches hein, pour un jeu. Non, franchement, vieux. Ça passe super bien. La seule chose que je dirais, c'est que ça se voit que c'est une remasterisation parce que le gameplay, il est dur. Je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est à l'ancienne, c'est à l'ancienne. Le gameplay, il est de la même manière qu'on jouerait à un jeu remasterisé d'aujourd'hui qui date d'avant. Le gameplay est dur, rigide, je dirais. Les mouvements des personnages, ils sont rectilignes. T'as pas de mouvement fluide que tu pourrais faire sur un jeu récent. Le personnage, quand il se met à courir, il part tout droit et tu peux pas gérer la direction. Et puis c'est action par action. Tu peux pas mélanger deux actions en même temps. C'est d'abord tu fais un truc, puis ensuite tu fais l'autre. Tu fais pas les deux en même temps. C'est réaliste. Ça reste réaliste. Comme on dit, tu vois, ça reste un peu réaliste. C'est le côté soldat. C'est pour ça qu'à l'époque, Gears of War, il avait cartonné. C'est sur le côté où t'es vraiment dedans. Je préviens quand même que pour ceux qui voudraient tester Gears of War, qu'ils sachent bien que si jamais ils lancent Gears of War, c'est pas un nouveau jeu, c'est une remasterisation d'un ancien jeu, qui a été fait à une époque où les mécaniques de gameplay n'étaient pas aussi fluides que les jeux d'aujourd'hui. Je préviens et je le précise quand même. Pour les plus jeunes qui écoutent l'émission, ce jeu-là est sorti en 2005, faut le préciser, le 22 novembre 2005.
C'est un jeu qui avait cartonné sur la Xbox 360 Corentin à l'époque. Nous, on était petits. C'est un jeu qui était sur Unreal Engine 3 à l'époque, il faut pas l'oublier. Et c'était la claque. Et c'était Epic avant Fortnite pour les plus jeunes aujourd'hui qui connaissent Fortnite avec Epic. Mais avant Fortnite, c'était ça. C'était Gears of War fait par Epic, Corentin. Faut le préciser. Sur cette remasterisation, c'est pas Epic parce que après la licence a été reprise par Microsoft. Et c'est ce Coalition qui a remasterisé le jeu en collaboration avec Somo Digital et Disbelief pour cette édition donc qui a été modernisée, qui sortira sur PS5, Steam, Xbox Series. Franchement, un beau truc. Encore une fois, hein, l'arrivée des jeux Xbox sur PlayStation, ça risque de faire pas mal de remous. Hein. Et franchement, toi, Corentin, qui a jamais découvert Gears of War, je t'ai dit en plus quand elle était annoncée, je t'ai dit, je vois ce jeu, tu vas kiffer. Et franchement, t'as bien aimé. Bah, j'attends de voir le gameplay une fois dans le mode campagne et dans le mode histoire. Hein, le mode histoire est impressionnant. Moi personnellement, la partie multijoueur compétitif, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'ai avoué. Non, mais ça c'est logique. La partie compétitive et multijoueur, c'est pas le point d'un jeu sur lequel je saute dès que j'installe un nouveau jeu. Moi personnellement, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'histoire. C'est pour ça que personnellement, je me tourne surtout vers des jeux RPG, pas des jeux multijoueurs. Déjà, franchement, tu vas bien aimer. En plus, il est en 4K, 120 FPS, en multijoueur, HDR, audio spatial 3D, donc avec pour le PS5, la 3D. Vous aurez aussi une campagne jouable à 2 en local ou en ligne. Ça, c'était comme à l'époque dans l'original. C'est retourné dans le jeu. Un multijoueur compétitif jusqu'à 8 participants. Un crossplay intégral de toutes les plateformes. Cross progression, Corentin, ça, c'est inédit. C'est que, exemple, tu peux commencer ta partie sur PS5, la finir sur Xbox ou la finir sur PC. Ça, c'est vraiment bien. Et ça, c'est un argument que tout le monde devrait suivre. Pour vraiment, si tu as vraiment un jeu... Effectivement, le cross-progression, c'est quand même un élément qui pourrait être intéressant, surtout à une époque où les joueurs commencent à vouloir s'équiper un peu chez tout le monde. Et nécessairement, le fait de pouvoir transférer sa partie d'une plateforme à une autre, c'est un élément non négligeable quand même. À préciser aussi que toutes les personnes qui possèdent Gears of War Ultimate Edition achetées avant le 5 mai 2025, donc en édition bien évidemment dématérialisée, vous aurez la chance de posséder cette nouvelle version Reload qui sera mise à jour pour vous. Et d'ailleurs aussi le jeu sera disponible dans le Game Pass Ultimate et sur le Game Pass PC dès le jour de sa sortie. Ça ne change pas chez Xbox. Bon, est-ce qu'on peut dire Corentin sur Gears of War? Ah oui, aussi la date de sortie, Corentin, parce qu'on tout le monde dit ça sort quand? Ça sortira le 26 août 2025 à la fin de l'été. Foncez. D'ailleurs, petit élément assez intéressant quand même, on se rend compte que les bêtas sont disponibles au mois de juin et le jeu sort 2 mois après. Hein. Bon, pourquoi pas. Ouais. C'est pour préparer le terrain. Franchement, c'est intéressant de fou ce qu'ils ont fait, franchement. Il n'y a rien à dire. Allez, on va enchaîner Corentin. Et d'ailleurs, c'était là. Voilà, et avant de dire, moi, je remercie d'ailleurs Xbox qui nous a envoyé le code pour la bêta. Franchement, c'était vraiment sympa de leur part. Allez, on enchaîne Corentin sur un autre truc. D'ailleurs, on va pas chercher PlayStation, Corentin. Après Xbox, c'est PlayStation. Sony, Corentin, ça va Insider Gaming, serait intéressé par l'achat d'actifs de Warner Bros. Games. Warner Bros, on connaît bien, Corentin, on sait qu'il y avait des rumeurs que la filiale Games de Warner était à vendre. Eh ben, Sony étudierait l'idée d'acquérir ce monument de jeux vidéo, parce qu'il y a quand même des bons jeux dedans. Il y avait un rapport avec Microsoft à une époque avec Warner. Il y a longtemps, oui, il y a très très longtemps, oui, ça, il y avait une rumeur autour que Microsoft allait racheter ça. Il y avait même d'autres acheteurs qui voulaient, je crois. Je sais plus, je m'en souviens plus. C'est il y a très très longtemps. Et donc, je sais plus. L'article dit donc, oui, vas-y. Non, vas-y, continue. Je dirai ce que j'ai. Donc, l'article Sony étudie l'idée d'acquérir divers actifs de ce jeu vidéo de Warner Bros. Games selon un nouveau rapport paru cette semaine. Selon SES Scoops, Sony serait intéressé par l'acquisition d'actifs de streaming et de studio Warner Bros. Ces actifs, selon le rappeur, comprendraient le service de streaming HBO Max de l'entreprise, ses différentes propriétés intellectuelles et ses actifs de jeux. Des sources ont déclaré que Sony n'est pas intéressé par l'acquisition des actifs de streaming, de studio et de jeux de Warner Bros. Digital.
que s'il était séparé de réseaux câblés qui ont perdu des millions de foyers alors que les téléspectateurs abandonneraient les forfaits câblés traditionnels, peut-on lire dans le rapport. Warner Bros. Discovery a annoncé le 9 juin de la cession de son entreprise en 2 entités. Warner Bros. Donc Discovery, c'était pas Warner Bros. Digital, mais Warner Bros. Discovery, hein, WBDC veut dire ça. Streaming et studio et Warner Bros. Discovery Global Network. Cette session qui devrait être finalisée mi-2026, recouvrant tous les actifs linéaires de l'entreprise tels que TNT Sports, CNN Discovery, selon la branche Global Network, tandis que la branche streaming et studio comprendrait HBO Max, des jeux et des studios de production, etc. Le 17 juin, Warner Bros. Games a annoncé sa restructuration pour créer de nouvelles divisions autour de ses franchises phares. De ces nouvelles divisions se concentrer sur Mortal Kombat, Harry Potter, Game of Thrones et l'univers d'ici. Corentin, ça a l'air intéressant de fou quand même. Je vais d'abord commencer par un truc. Vas-y. Sony qui souhaite acquérir des actifs de Warner, non seulement chez Warner Diffusion, pourquoi pour les licences de films, etc. Oui, voilà, HBO, donc du coup, pour tout ce qui est diffusion de films. Ensuite, Max chez nous, bien évidemment. Ensuite, ils veulent également acquérir les éléments de Warner en ce qui concerne le jeu vidéo. Ça, ouais. C'est 2 éléments qui pourraient paraître bizarres, mais en même temps, quand on y réfléchit bien, on sait que Sony est à la fois créateur de jeux vidéo avec son studio PlayStation, oui. et à la fois producteur de films avec Sony Pictures. Donc du coup, est-ce que ça paraîtrait fou? Est-ce que ça paraîtrait si fou que ça que Sony et Warner soient en partenariat, que ce soit à la fois pour le jeu vidéo et pour les films, ou pour les séries ou autres d'ailleurs? Ça pourrait créer vraiment une synchronisation entre les 2 univers en plus. Effectivement. Ça pourrait être vraiment intéressant. Après, au-delà de ça, la seule chose que j'espère avec cet éventuel partenariat entre Sony et Warner, pour les films de Warner, je dis pas, il n'y a pas de problème. Par contre, pour les jeux vidéo de Warner, il serait peut-être temps de laisser quelqu'un s'occuper de faire des jeux vidéo à leur place. Parce que si je dois dire un truc à propos de Warner et de leur production de jeux vidéo, c'est que ils sont tellement dans le mauvais esprit de production de jeux vidéo que toutes les productions de jeux vidéo qu'ils ont éventuellement essayées ont fini par rater. Les derniers jeux de Warner qui valaient réellement le coup, c'était les Batman Arkham. C'était les plus légendaires réellement, Et c'est les seuls jeux d'ailleurs qui, je crois, ont été développés par Rocksteady sans pour autant avoir Warner sur le dos. Ouais, et c'était vraiment une belle époque, hein, ces jeux-là. Donc, vraiment du coup, le problème avec les productions de jeux vidéo de Warner, c'est que Warner est tout le temps sur le dos de leurs développeurs pour leur donner des directives. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'à force, Warner ne savent pas comment faire le jeu vidéo et donc du coup, ils donnent des directives en espérant de pouvoir ressortir du pognon et au final, on se retrouve avec Suicide Squad, Kill the Justice League. Ouais. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne quand les investisseurs donnent des directives aux studios de jeux vidéo alors que c'est pas leur métier. Bah voilà, ça donne des trucs où t'as un mélange bizarre et que les gens ils savent plus où donner de la tête. Donc moi tout ce que j'espère c'est que si jamais il y a un partenariat entre Sony et Warner, que Sony puisse prendre le pas lors des productions de jeux vidéo et donc du coup donner des bonnes indications, voire même laisser les studios faire pour avoir des jeux vidéo excellents, parce que je vais pas mentir, des jeux vidéo de l'univers de DC Comics, moi c'est quelque chose que j'aimerais bien. Malheureusement, les seuls jeux vidéo pour l'instant de DC Comics qui valent le coup, ce sont les jeux Batman
et les premiers jeux, les jeux Arkham développés par Rocksteady, parce que les autres jeux Batman, Gotham Knights et Suicide Squad Kill the Justice League, malheureusement, ils existent, on peut plus rien faire contre, mais ils sont loin d'atteindre le niveau qu'avaient atteint les Gotham. Les Arkham, pardon. Bon, on fait une petite pause musicale, Corentin. Avant le dernier truc. La musique. Écoute, si t'as rien d'autre à dire à propos de Warner et de Sony, Non. Bon, on va faire une pause musicale alors. Avec ta musique. Bien, moi je vous propose d'écouter Monsters de Matchbook Romance. Sur West Rack Radio. Belle musique, franchement. Hein. Matchbook Romance Monster,
thème principal de Guitar Hero 3 sur PlayStation 3 d'ailleurs. Un jeu légendaire qui est aussi sur PS2, je crois, Guitar Hero 3 en plus. Un jeu vraiment légendaire. Je crois. Hein. Mais en tout cas, Monsters du coup était le thème principal de Guitar Hero 3 du menu et une musique jouable également dans le jeu à débloquer. Guitar Hero 3. J'ai fait ma vérif, j'ai fait la VAR comme au football. Et oui, il est bien sorti sur PS2. Guitar Hero 3. Un jeu légendaire, bien évidemment, c'est pour ça. Alors, quand on enchaîne avec Xbox, Xbox apporterait des jeux originaux et Xbox 360 sur PC via émulation selon certaines sources. Ça vient d'Insider Gaming encore. Et donc, Xbox pourrait être prêt à revisiter le passé selon une nouvelle rumeur provenant du célèbre leaker Xtax 1S. Xbox travaillerait à intégrer les jeux Xbox et Xbox 360 originaux sur PC et d'autres plateformes via l'émulation. Xtal 1S affirme via une traduction automatique qu'une source travaillerait directement chez Microsoft, indiquant que l'entreprise travaillerait sur ce qui proviendrait appelé en interne Xbox Classic. Selon cette information, il ne s'agit pas d'une simple réédition de jeux classiques. Donc après, il y a une mise à jour, bien évidemment, dans l'article. Xenia, donc l'équipe d'émulation, a nié toute implication dans le projet Xbox Classic. Xenia, c'est l'émulateur Xbox 360 Corentin sur PC. Xbox travaillerait, donc c'est pas un émulateur officiel, hein, bien évidemment, c'est un émulateur fait par une équipe de développeurs, tu vois. Xbox travaille sur une nouvelle plateforme d'émulation avancée conçue pour exécuter les titres Xbox 360 classiques et Xbox originaux avec stabilité, amélioration graphique, intégration complète avec Xbox Game Pass, PC, console actuelle, appareil portable comme Alice et bien sûr le cloud. Il affirme que cette décision coïncide avec les 25e anniversaire de la Xbox que la société prévoit de célébrer de manière majeure avec un certain nombre de jeux et d'annonces tout au long de 2026. Xtax 1S indique également que Xbox travaille avec l'équipe Xenia. Bien évidemment, ça a été mis à jour. L'article a été mis à jour, donc Xenia a mis toute implication dans le projet. Hein. Ça a été mis à jour, l'article a été mis à jour. Pour rendre les fonctionnalités possibles, Xenia, pour ceux qui ignorent, l'émulateur Xbox 360 open source actuellement disponible sur PC. Comme toute rumeur, veuillez prendre les informations avec des pincettes jusqu'à ce que ce soit officialisé ou vérifié de manière indépendante par Insider Gaming. Ça, c'est ce qu'ils disent. Insider Gaming a contacté Xbox et l'équipe Xenia pour obtenir leurs commentaires sur ces allégations. Toute réponse sur cet article. Et donc, il y a eu la mise à jour que je vous ai dit avec Xenia, qui dit toute implication dans un projet Xbox classique. Quand on pense quoi? Émulateur. Ça y est, maintenant, les constructeurs se mettent aux émulateurs. Est-ce que ce serait vachement utile? Parce que un émulateur officiel, mais pourquoi faire? Pour le faire payer auprès des consommateurs alors qu'ils ont déjà leur propre émulateur sur leurs ordinateurs. C'est vrai. Mais après, voilà, il y a de l'argent à se faire, comme on dit. Hein, c'est ça, hein, c'est les entreprises qui veulent se faire un peu d'argent. Après, il faut pas oublier que c'est des émulateurs officiels. Là, on serait sur de l'officiel. Oui, mais ça change rien. C'est pas parce que ce serait forcément officiel que ce serait forcément mieux. Il y a les émulateurs qui existent actuellement sur ordinateur pour émuler Xbox, pour émuler les PlayStation, fonctionnent très bien et n'ont pas attendu d'avoir des versions officielles développées par les constructeurs pour les fabriquer et pour les faire fonctionner correctement. Donc parfois même je dirais que les versions développées, les émulateurs développés par les indépendants fonctionnent mieux que les versions officielles sur certains points. Donc est-ce que c'est réellement utile? Et puis après, faut pas oublier, comme je l'ai dit, que les émulateurs non officiels, les émulateurs indépendants sont gratuits. Ils sont disponibles au téléchargement à droite à gauche, tandis que les émulateurs officiels, tu serais obligé de passer à la caisse pour pouvoir les acheter et pour te dire tiens, j'ai le macaron Xbox, j'ai le macaron PlayStation, pour dire je joue à PlayStation sur mon ordinateur avec un émulateur fait spécialement
spécialement pour. Bah ouais, mais bon, PSX, il fonctionne bien aussi sur PC, hein. PSX2, Emulator PS2, par exemple. Bah, que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4, il fonctionne aussi sur PC, hein, et pourtant ils n'ont pas attendu d'avoir une version officielle de PlayStation pour fonctionner. Et c'est pareil avec les anciens jeux Xbox, même si les jeux Xbox aujourd'hui peuvent tourner sur PC sans forcément d'émulateur. Donc est-ce que c'est réellement utile d'avoir un émulateur Xbox sur PC? À voir. À voir ce que ça peut donner. Franchement, moi, il y a aussi le côté préserver le jeu vidéo. Là, on a un truc où officiellement les constructeurs se disent enfin, et si on faisait conserver de l'histoire de jeux vidéo, c'est enfin, déjà il y a aussi ce côté-là où c'est une bonne nouvelle, tu vois. Mais après, est-ce que c'est utile? Ça, c'est aussi une autre question. Ça. Je mentionnerai aussi que la France n'a pas attendu que les gens se mettent à la question pour faire ça, hein. En France, on a une loi naturelle dans notre constitution qui indique que tout projet que toute œuvre culturelle qui est mise à disposition auprès du public doit avoir une copie officielle, physique ou non, dans la Bibliothèque nationale. Oui. Ça, c'est vraiment utile, franchement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en France et qu'on peut être fier de mentionner, parce que depuis sa création, ça veut dire qu'il existe tous les jeux physiques qui sont sortis jusqu'à présent ont au moins une copie au sein de la Bibliothèque nationale de France. Ouais, ça, c'est vraiment stylé, franchement. Vraiment, non, vraiment bien. Bon, est-ce qu'on est déjà de rendre l'antenne, Corentin? C'était le journal de jeux vidéo. Merci, Corentin, d'avoir participé comme d'habitude. Bah, y a pas de problème, hein. Comme j'ai dit, je pointe du doigt des évidences que personne d'autre ne voit. Pourtant, ça me paraît évident, mais bon. Et moi, je vous laisse avec French Montana. Unforgettable. C'est la musique qui a été mise lors de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Je vous laisse avec parce que moi, j'ai bien aimé cette musique de French Montana et de Swiley sur Westrack Radio. Et je vous laisse avec ça. On se retrouve la semaine prochaine pour le jeu vidéo. Allez, peace. fresh out boozing. If they want the drama, got the ooze. Ship the whole crew to the cruise. Doing shit you don't even see him move. Ride with me, boss. I got a hard head, but her ass off. She want the last name with the ring on it. Cause I pulled out $1 million cash, told her plank on it. And you are unforgettable. I need to get you alone. Now you want chills, just pop bubbly in the cruise. It's not good enough for me.
tell nobody. On your left.